Ouzbek Erika, le podcast qui explore le futur. Salut les turfos, ah là là, quel bonheur mes amis de retrouver ce générique, ce lever batterie merveilleux et de vous retrouver toutes et tous. Ça fait effectivement un mois que je suis absent à ce micro et pas mal de choses ont changé en un mois. Mais avant d'y revenir, j'aimerais remercier mes camarades de jeu qui ont pris le relais avec brio comme à l'accoutumée. Vous êtes fantastiques et vous êtes merveilleux. Bref, pas mal de choses ont changé en un mois. Tout d'abord, un petit truc, je crois qu'on est champion du monde et ça c'est vraiment sacrément cool. L'été donc a commencé par une belle compétition sportive dont nos petits bleus sont ressortis vainqueurs et puis depuis quelques jours maintenant, la France vit au rythme des révélations de l'affaire Benalla qui ternira peut-être ou pas le mandat d'Emmanuel Macron à la tête de notre République. Bref, les choses changent. Mais il reste une chose immuable, une constante pour vous, chères auditrices et auditeurs, le podcast d'Ouzbek Erika. Alors, été ou pas, mois d'août ou pas, canicule ou pas, on est là pour vous offrir à vous, à vos oreilles, à vos cerveaux, notre vision du futur dans l'actualité et de l'actualité du futur. Et pour ça, on va revenir aujourd'hui sur l'actualité du mois écoulé en sélectionnant donc quelques petites actus. Vous commencez à y être habitués puisqu'on vous propose ça tous les mois. L'idée, c'est de vous présenter les sujets choisis par mes camarades de la rédaction et de définir ce qui est historique ou anecdotique. Soit ce dont on se rappellera dans 10 ans, contre ce qu'on aura oublié dans 6 mois. Les excellents journalistes d'Ouzbek Erika vont donc vous présenter chacun un sujet et puis on échangera pour savoir s'il relève de l'histoire ou de l'anecdote. Et mes camarades que je suis donc ravi de retrouver sont tous autour de moi en cette fin juillet et je vais les saluer. D'abord Annabelle Laurent, salut Annabelle. Salut Guillaume. Vincent Louquez, l'inénarrable Vincent, salut. Salut Guillaume. Et last but not least, comme on dit du côté de Clermont-Ferrand, Blaise Mao, notre rédacteur en chef. Salut Blaise. Salut Guillaume. Et je vais rester avec toi Blaise, parce que je crois qu'effectivement tu voulais nous parler de cet événement sportif que j'évoquais tout à l'heure. Dans les mois, dans les années à venir, vous emprunterez sans doute des routes différentes. Mais vous serez liés à vie par rapport à cette coupe-là, les mecs. Et la deuxième chose, qui concerne vous les joueurs et tout le staff, c'est qu'à partir de ce soir, vous n'êtes plus les mêmes, les mecs. Vous savez pourquoi ? Parce que champion du monde ! Champion du monde, Champion du monde, mon frère. Merci Didier Deschamps. Bravo, merci Dédé. les Bleus. Le 15 juillet dernier, la France est donc devenue championne du monde pour la deuxième fois de son histoire. Pardon. Il y avait eu le 12 juillet 1998, il y aura désormais le 15 juillet 2018. De la même manière que celles et ceux qui sont nés avant le milieu des 90s se souviennent forcément des conditions dans lesquelles ils ont vu les Bleus remporter leur première Coupe du Monde de football, on se souviendra de là où on était et de avec qui on était pour voir la France remporter sa deuxième étoile de championne du monde, que ça soit dans la baie d'Along, sur une île grecque, au mariage d'une amie, en Espagne, en famille, au fin fond de la Dordogne. Des exemples pris comme ça Au hasard. de manière impromptue, d'accord. Évidemment, il y aura toujours quelques cyniques autour de nous pour nous dire que tous ces milliardaires qui courent après un ballon, franchement, il n'y a pas de quoi s'exciter. Quelques sceptiques un peu pragmatiques qui vont vous dire qu'après tout, des Coupes du Monde, il y en a tous les 4 ans, alors pourquoi celle-là serait si extraordinaire ? Parce qu'on a gagné. Ou bien des nostalgiques qui vous diront qu'on avait gagné déjà il y a 20 ans. Donc finalement, le premier souvenir est forcément plus fort que le deuxième. Sauf qu'ils se plantent tous. Ils se plantent tous car ce titre est bel et bien historique. Pour 1001 raisons, mais j'en ai choisi 4. Ok. 2 purement footballistiques et 2 d'ordre plus général. La première... les démonstrations de Blaise, tout le monde écoute. La première. D'abord Didier Deschamps, hommage. Non mais quand même, on a entendu tout à l'heure le capitaine Didier, qui est devenu donc le 3e footballeur à remporter la Coupe du Monde en tant que joueur et en tant qu'entraîneur, après les légendaires Mario Zagallo, le Brésilien, et Franz Beckenbauer, l'Allemand. Deuxième raison, toujours au rayon foot, en 7 matchs disputés pendant le mondial, la France n'a été menée qu'une seule fois au score contre l'Argentine en 8e de finale, et ça a duré
Est-ce que vous savez combien ? 9 9 minutes. minutes. 9 minutes et 12 secondes. Jusqu'au but de... Ah non, Pavard, il remet 2-1, c'est ça ? Non, il Ouais, égalise. Ah, il égalise. Donc c'est jusqu'au Mercado. plus beau but de cette Coupe du Monde. Exactement. Benjamin Pavard. Et oui. À titre de comparaison, rappelons que les Croates ont été menés pendant cette Coupe du Monde à 3 reprises pour une durée de 211 minutes. Les Bleus ont donc battu un record qui datait de 1990, à l'époque où c'était la RFA qui jouait, qui avait gagné la Coupe du Monde. Voilà, donc historique. Troisième raison, elle va peut-être vous paraître un petit peu plus étonnante, mais elle est d'ordre physiologique, d'ordre corporel. Lors du 8e de finale remporté contre l'Argentine, en début de match, sur l'action qui amène le penalty pour la France, Kylian Mbappé a été flashé à 37 km/h. 37 km/h, pour vous donner une idée, c'est la vitesse moyenne du sprinter Usain Bolt sur un 100 mètres, ou la vitesse d'un chevreuil fuyant un prédateur sur une longue distance. Donc, avec une certaine pression. Qui le chevreuil de l'urgence. On pourra l'appeler. Mais aussi la vitesse d'une truite. Alors, voilà, c'est un peu moins parlant, je trouvais que Blaise a fait ses recherches. Voilà, Kylian est plus chevreuil que truite, je pense. Moi, j'aurais opté pour la truite, mais bon. Ouais, bon, en tout cas, c'est une sorte d'homme augmenté, quoi. Est-ce que la truite, elle fuit aussi un prédateur ou c'est juste... Elle se faufile. D'accord, bon. L'ours l'attend avec sa patte un peu plus haut dans la rivière. Tu veux dire que l'ours croate a été démis par la truite. Par la truite. Je ne me risquerai pas à des métaphores animalières, géopo-animalières. Heureusement qu'on ne traite pas le foot sur Uzbek. Et puis la dernière raison, c'est qui est à n'importe mon quoi. avis la Merci, plus Annabelle. intéressante, dernière raison, la quatrième, c'est que si on prend en compte les foyers, mais aussi les bars et les fan zones où se sont rassemblés les Français, on a été 26,1 millions de Français à regarder la France écraser avec beaucoup de réussite la Croatie en finale. Ça veut dire 6 millions de plus qu'il y a 20 ans, en 98. Et 26 millions, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est le nombre de Français qui occupent un emploi en 2015 d'après l'INSEE. D'accord. Un CDI ou un CDD. Très bien. Voilà. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. C'est on un peut petit dire peu que c'est- beaucoup. Par rapport au nombre de truites en France, est-ce qu'on a un. Là, ça fait au sujet. D'accord. Tu vas faire les recherches. on va creuser ça. Non, mais on le savait déjà, mais cette finale, cette Coupe du Monde l'a confirmé. Il n'y a aucun spectacle, aucun art, aucune personnalité qui est capable de rassembler les Français comme le foot et de susciter un enthousiasme partagé comme le foot. Et rien que pour ça, voilà, pour cette deuxième étoile qui faisait du bien, on n'a pas eu le titre de champion d'Europe il y a 2 ans, on l'a perdu en prolongation contre le Portugal, à un moment où la France avait très envie de gagner. C'était juste après les attentats, 2015, il y avait vraiment ce besoin de se rassembler. Et là, on sentait qu'il fallait que ça soit là, quoi. Ça aurait été terrible si on était passé à côté. Donc voilà pourquoi c'est historique. Alors, avant de vous laisser voter, mes amis, je rajoute simplement une dimension historique, puisque je considère que c'est historique aussi, sur la communication des joueurs notamment, qui n'ont pas été trop cornaqués sur les réseaux sociaux. Moi, je pensais qu'il n'y a rien allait filtrer de leur vie de groupe, puisque comme on dit souvent dans le foot, le groupe vit bien et c'est ça l'essentiel. Hein. Et là, sur Instagram, il y a eu énormément de choses. On a eu des ambianceurs qui n'étaient pas forcément sur le terrain, mais qui sur Instagram étaient à fond. Je pense à Presnel Kimpembe, je pense à Benjamin Mendy, et on a eu des aperçus de leur vie qui nous ont permis de suivre et d'être constamment abreuvés. Moi, je suis très très friand de ça. Ce qui a fait dire d'ailleurs à l'ami Vincent Glade que en fait Les Yeux dans les Bleus de 98, c'était pas le docu qui a été produit par la FFF et dispo sur Amazon Prime, coproduit par Amazon Prime, je ne sais plus. Bref, c'était Instagram et c'était cette manière de partager de l'info, puisque c'est des mômes en fait qui ont une vingtaine d'années et qui le communiquent comme les jeunes gens de leur âge. Et voilà, bon bref, je trouve que ça aussi, ça rajoute une dimension un petit peu historique à cette victoire. Voilà, c'est tout pour moi. Mais à vous de voter, les enfants. Oui, Annabelle, Vincent. Annabelle, ton Vas-y. avis. Bon, moi, je vais donner un historique un peu rapide. Moi, Non, mais j'admire la rigueur de l'argumentation de Blaise. Merci. Ça m'ajoute de nouveaux arguments, mais oui, je pense qu'on se souviendra du 15 juillet 2018 longtemps en 2028 quand on sera chez Uzbek Erika à enregistrer des podcasts. Des podcasts en 3D. On se souviendra du but de Benjamin Pavard. Ok, donc historique, oui, donc... Moi, je vote anecdotique. Oui. Voilà. Ah, mais juste pour la forme, parce que... Parce qu'en fait, alors la définition que tu as donnée de historique, c'est on s'en souviendra dans 10 ans. Or, je Oui. pense que dans 8 ans, on en serait à notre 4e Coupe du Monde. Et que du coup, si tu veux, la deuxième, elle sera un petit peu oubliée. On a l'effectif, alors le deuxième plus jeune effectif de l'histoire à remporter une Coupe du Monde C'est après vrai. le Brésil 70. Encore une petite stat. Encore un chiffre. Et tous nos joueurs les plus jeunes sont nos joueurs titulaires. C'est assez incroyable. C'est vrai, Hernandez c'est vrai, et Hernandez, Pavard Pavard. ont 22 ans. Ouais. Notre défense centrale, c'est Varane Umtiti, 24 et 25 ans. Pogba, 25 ans. Et Kylian Mbappé, 19 ans, qui donc sera triple champion du monde en 2026. Sans oublier Ousmane et C'est vrai qu'on va Nabil. peut-être finir par se Ils vont monter en laisser. puissance. Donc Et puis, tout un tas de c'est pour ça, je petits pense jeux que derrière, ouais. voilà, là on C'est un a, risque. on a enclenché un truc. On gagnera avec
de manière peut-être les prochaines, mais voilà, j'ai hâte d'être en 2022. Alors, bel argument, mais je pense que ça a été tranché tout de même, hein, avant que tu prennes la parole, Vincent. C'est historique. Eh oui, c'est historique. J'avais oublié cette petite voix aussi de celle qu'on appelle toujours Madame Google. Donc, historique, la Coupe du Monde. D'accord, très bien. Annabelle, toi, tu as quelque chose également d'historique à nous présenter. Tu veux nous parler... Non, pas d'historique d'ailleurs. Tu sais, bon, on verra. Ouais. On verra. On maintient le suspense. Je maintiens le suspense. Il s'agit de viande sur le lieu de travail, au travail. Je vais vous parler de WeWork. Est-ce que tu sais ce que c'est WeWork? Eh bien, écoute, figure-toi que grâce à toi, oui. Le géant du coworking. J'en avais entendu parler. Faire semblant. Donc, le géant du coworking qui a 6000 salariés, qui a été fondé en 2010 aux États-Unis, qui est arrivé en France fin 2016. Avec des gros immeubles. Et qui a des espaces de coworking partout dans le monde, et avec une certaine philosophie qui est défendue par Miguel McKelvey, qu'on va écouter. We're a community company. We're a company that is looking to create opportunities for people to connect. That happens in our physical spaces. The vibe that we create, the energy that our members create is something that you feel when you walk in. When we see our members inside of this environment, we're inspired to help them. It's all in service to this bigger picture of how do we make people happy? How do we get people to be engaged with their life? Je vois à ta tête, Guillaume, que tu voudrais que ça continue pour toujours. J'ai envie de croire à cet homme. Forever. J'ai très envie d'aller travailler à WeWork. Il a envie de te rendre heureux, comme il le dit à la fin. Donc ce Miguel, on va l'appeler Miguel parce que son nom... Ce Miguel envoie au début du mois un mail à ses 6000 salariés et il leur dit, les gars, vous n'aurez plus de viande rouge, plus de porc et plus de volaille à la cantine. Si vous voulez vous faire un burger pendant un repas d'affaires, vous ne serez plus remboursé. Si vous avez des impératifs médicaux et religieux, ok, pour la viande, mais tous les autres, vous êtes en quelque sorte végétariens. En tout cas, à midi, le soir, vous faites ce que vous voulez, mais à midi, vous êtes tous végétariens. Okay. Pourquoi? Donc, il justifie dans son mail, il dit « Éviter la consommation de viande est l'une des choses les plus importantes qu'un individu puisse faire pour réduire son impact sur l'environnement. » Et il donne des projections d'ici 2023, s'il n'y a pas de rébellion généralisée, le groupe pourrait sauver plus de 63 milliards de litres d'eau, plus de 202 millions de kilos de CO2 et 15 millions d'animaux. Donc le groupe, l'entreprise, rien qu'en interdisant la viande à ses salariés à midi. Ok. Sachant que c'est également lors des événements, là ils ont un gros festival en août qui va rassembler des milliers de personnes à Londres, je crois, ou en Angleterre. Donc voilà, l'impact peut être vraiment assez grand. Okay. Alors on ne se souviendra pas dans 10 ans que le patron de WeWork a envoyé un petit mail. Je pense en effet qu'on n'est pas dans du gros historique, mais c'est la première entreprise d'ampleur internationale qui prend une décision aussi radicale qui impacte le régime alimentaire de ses employés. Beaucoup d'entreprises aux États-Unis, surtout aux États-Unis, mais à vrai dire dans pas mal de pays occidentaux, imposent des journées sans viande, les Meat Free Monday, etc. Meat Free Monday. Ouais. On devrait faire ça chez Uzbek Erika. Mais une telle interdiction était inédite et en plus, Miguel McKelvey veut aller plus loin. Il veut éliminer progressivement les fournitures en cuir, les objets en plastique à usage unique. Il vise une entreprise les êtres neutre. humains. Oui, c'est ce que j'allais dire. Et les gens. Très polluants aussi. Les êtres humains. En carbone, et il va évaluer à terme la consommation de fruits de mer, de produits laitiers. Qui est faite par l'entreprise. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que oui, il faut réduire la consommation de viande. Oui. On estime que l'élevage est à l'origine de 14 à 18% des émissions de gaz à effet de serre, ce qui représente davantage que le secteur des transports. Là, il y a un rapport qui vient d'être publié qui montre que si la croissance de l'industrie mondiale et de la viande et des produits laitiers se poursuit au rythme prévu, en 2050, le secteur de l'élevage pourrait absorber plus de 80% du budget annuel d'émissions de gaz à effet de serre qui sont compatibles avec la limitation du réchauffement climatique à 1,5. Ah, d'accord. Mais, bien sûr, est-ce le rôle d'un patron d'entreprise de décider d'une interdiction? On l'a entendu au début, c'est quand même un patron gourou. Est-ce qu'il ne dépasse pas complètement ses fonctions? Le New York Times l'a appelé parce qu'en fait, on s'en est pas trop rendu compte en France, mais aux États-Unis, ça a déclenché tout un tas de débats. Voilà. Ouais. Il y a un article qui dit "And the Internet went crazy", et un petit peu crazy. Et en fait, il répond "J'aurais pu mettre en place des nudges, donc les fameuses incitations douces, à ne pas manger de viande, voilà, mais
Et on n'aurait pas cette conversation sinon. Il faut des changements radicaux. Et voilà, le New York Times dit que ça, en fait, ça correspond à une tendance plus globale de ces entreprises qui conduisent les employés à adopter dans leur vie personnelle des valeurs qui sont défendues par l'entreprise. D'accord. Donc une forme de paternalisme extrême, un peu New Age. Du 21e siècle. Donc voilà, je vous pose la question, est-ce que pour vous c'est historique anecdotique ou anecdotique, sachant que voilà, on s'avance pour les années à venir vers cet impératif de réduire la consommation de viande. Est-ce que les municipalités doivent le faire comme Lille vient de le faire en instaurant 2 repas végétariens à la cantine? Est-ce que c'est le rôle de la ville? Est-ce que c'est le rôle des entreprises? Est-ce qu'une entreprise peut aller jusqu'à interdire et au lieu d'encourager à réduire? Est-ce que c'est pas, moi je trouve, infantilisant pour les employés? Voilà. Donc je dis. Tu dis donc signal faible signal faible d'une tendance historique, d'une tendance lourde qui pourrait devenir historique. Voilà. En gros. Ok. Mais alors il va falloir quand même voter et trancher. Donc on va dire que c'est que tu votes historique ou pas? Qu'est-ce qu'on dit? Quelle est ta voix? Il n'y a pas de vote blanc finalement. Je dis historique. Allez. Historique dans le sens inédit, mais c'est pour le coup, c'est vraiment la première entreprise avec autant d'employés installés dans autant de pays, 22 pays. Donc effectivement, peut-être que dans 10 ans, on s'en rappellera comme la première étape d'un mouvement plus global. Si jamais. Et après, les associations de défense du végétarianisme disent on espère que d'autres entreprises suivront. D'accord. Donc eux, ils applaudissent et ils espèrent que ce n'est que la première. Moi, je vois Blaise réfléchir un peu. Je pense que c'est historique. D'accord. C'est flippant. Parce que, comme le dit bien le New York Times et comme tu l'as bien résumé, on est sur une manière d'infantiliser plus que d'inciter et d'éduquer. Et c'est un problème. Je pense que on avait beaucoup parlé il y a 15 ans quand les entreprises de la Silicon Valley, les géants comme Google ou Facebook avaient vraiment émergé médiatiquement, on va dire, en France. On a vachement parlé de cette culture d'entreprise qui amenait les salariés à vivre sur le campus tout le week-end, à porter les couleurs de leur entreprise, à s'habiller Google, à vivre Google, à respirer dormir Google. Et je pense que c'est une manière de revenir un petit peu à ça. J'avais l'impression qu'on avait passé ce stade-là et on revient finalement sur une espèce de logique corporate poussée à l'extrême à chaque étape. Dans 5 ans, peut-être que notre ami Gourou qui met des violons sirupeux derrière ses interventions et ses annonces va peut-être nous dire qu'il va mettre un bracelet connecté à ses salariés pour vérifier qu'ils ne mangent pas de viande non plus chez eux, parce que sinon ils seront virés. Ça paraît, ça paraît peut-être la suite logique, quoi. Oui, ou leur interdire à l'embauche de faire des enfants, parce que les enfants, quand même, c'est quand même un peu compliqué en termes de charge pour la planète. Oui, quoi. Si mesdames peuvent congeler leurs ovocytes pour travailler jusqu'à 60 ans, c'est bien quand même. Donc moi j'ai un petit problème avec ça. Après, oui, l'impératif il est là. Je pense que l'initiative de Lille, elle est très bien. L'initiative du Meat-Free Monday, dont Paul McCartney est un des grands adeptes, est une bonne chose. Tu ne peux pas être d'accord avec ça. Voilà, il y a plein de leviers à actionner, autres que l'imposition à ses salariés, comme dans le cas de WeWork. Donc c'est quand même un historique flippant pour moi. Vincent, toi, tu vas rejouer la mouche du coche en disant que c'est anecdotique? Non, c'est vrai que c'est plus une question de dynamique. J'ai plutôt voté en espérant que ce soit historique, parce que pour moi c'est un historique plutôt pas flippant, plutôt encourageant, parce que j'ai l'impression que tous ces débats qu'il y a eu notamment aux États-Unis montrent à quel point on est totalement perché et à quel point on est comme des enfants gâtés à discuter du sexe des anges, alors que la situation est complètement dramatique. Alors pour toi, pour rappel, Vincent avait écrit un dossier autour de la dictature verte. Qui a un concept intéressant, mais on n'est pas dans une dictature, parce qu'on est dans une boîte privée qui décide de ses menus le midi. On n'est pas encore dans le fait d'imposer les gens font ce qu'ils veulent chez eux. Mais cela dit, en fait, quand on laisse les gens faire ce qu'ils veulent en termes de façon de consommer et de se comporter, en fait, c'est pas du tout assez rapide. Pour mémoire, de savoir un peu de quoi on parle de centaines de millions de personnes qui seront sous les eaux bientôt, de dizaines de milliers de milliards de dégâts matériels, de famines, de guerres et d'incendies comme on en voit en ce moment, de beaucoup de gens qui vont mourir de tous ces problèmes et d'augmentation, de disparition des animaux, de plein de choses. Et par rapport à tous ces enjeux, savoir si on peut manger un burger ou pas, je trouve ça un petit peu un sacrifice un petit peu acceptable. C'était le point optimisme de Vincent Lucas. C'est optimiste que des gens prennent les choses en main, parce qu'en fait c'est pas un sacrifice, c'est ridicule
comme sacrifice par rapport aux enjeux énormes qu'il y a derrière. Mais le fait que ça Et, repose sur un individu qui est patron d'une boîte, ça te pose pas. Sur beaucoup d'individus, il faut que beaucoup de patrons fassent la même chose. D'accord, Et que toi, beaucoup tu serais pour, de d'accord. municipalités et d'autres personnes fassent la même chose. Parce que laisser le choix aux individus sans contraintes financières, d'imposition ou d'autres, on voit très bien que c'est des changements qui ne sont pas du tout à l'échelle de temps qui est celle qu'impose la contrainte environnementale. Si on laisse les choses se faire par elles-mêmes, ça prend 2 siècles à changer des mentalités ou à changer des comportements. Là, on a 10 ans. Donc, des initiatives comme ça peuvent peut-être éviter qu'on arrive trop tard. On aura 4 Coupes du Monde, donc ça va bien se passer. Annabelle. Non, mais quand tu vois l'impact en fait que ça peut avoir, enfin quand ils citent les 600 Ouais, les 15 milliards de millions d'animaux, litres d'eau, ouais. en fait c'est juste un midi. Ouais. De 6000 personnes. Et bon, il faudrait c'est juste que là, il part direct sur interdiction de tous les midis, mais s'il le faisait 2-3 midis par semaine, déjà, ça aurait, t'imagines, Ouais, non, mais 300 milliards de litres d'eau économisés parce que il y a une vraie mesure un peu radicale, mais... Eh ben, on était parti sur, on ne sait pas si c'est anecdotique ou historique, et on est sur un historique à l'unanimité. Donc je suis surpris et ravi que ce soit le cas. Et c'est historique. Et Madame Google donc a tranché avec nous. On était sur les terrains de foot, dans les cantines des entreprises. Là, avec Vincent, on va prendre un peu plus de distance. Hein, on va s'envoler vers Mars. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé On sur part Mars à la rencontre d'êtres surnaturels. Ok. Voilà, je vous N'importe présente quoi, cette reprise de podcast. Des êtres surnaturels. Bienvenue à nos amis les Martiens canards. Donc. Non, vous avez peut-être reconnu les cris de Mars Attack, des aliens dans Mars Attack, l'excellent film de Tim Burton de 96. Absolument. Peut-être qu'on n'est plus si loin de rencontres de canards martiens. Oh. Et oui, bon, j'exagère légèrement le trait, mais l'hypothèse d'une vie extraterrestre est en tout cas un peu relancée ou un peu renforcée par la découverte du mois de juillet, qui est celle d'un lac d'eau liquide souterrain près du pôle sud de Mars. Un lac d'eau liquide, d'accord. Donc c'est un lac d'eau un peu comme une nappe phréatique, si tu veux, en très grand, puisque c'est un lac souterrain qui fait 20 km de large et qui est enfoui à 1,5 km de profondeur. D'après les chercheurs italiens qui ont fait leurs calculs, ils ont publié un article le 25 juillet dans la revue Science en se basant sur les données d'un satellite Mars-6, enfin d'un radar Mars-6 qui est accroché à une sonde européenne, la sonde Mars Express. D'accord. Des données collectées depuis 2012. Et en fait, ils ont travaillé sur des réflexions anormales révélées par la sonde qui n'avaient jamais été trop analysées ou trop comprises. Des réflexions, tu veux dire? Des réflexions dans les éléments du radar. D'accord. Et leurs calculs ont montré que c'était pas de la roche, c'était pas de la glace, ça ne pouvait être que de l'eau, a priori. Donc de l'eau liquide découverte pour la première fois en très grande quantité dans le sous-sol martien. Incroyable. Alors c'est historique pour 3 raisons. Je vais reprendre l'argumentaire. Le mec, il laisse pas le choix. Le mec ne laisse pas le choix, quoi. C'est historique pour ça. Je vais vous expliquer le plan. Mon plan à la Blaise Mao en 3 étapes. D'abord parce que c'est, comme je vous le disais, la première fois qu'on trouve de l'eau en grande quantité sur Mars. On sait qu'il y a beaucoup de glace. On avait déjà découvert de la glace, notamment au pôle martien. On a interrogé l'astronome Jean Louberto suite à cette actualité qui nous expliquait que si on faisait fondre toute la glace présente sur Mars, on recouvrirait l'ensemble de la planète de 15 à 20 mètres d'eau. Ok. Donc ça ferait un océan global sur la planète de 15 mètres d'épaisseur. Donc c'est assez important, c'est beaucoup moins que sur Terre. Si on faisait la même chose sur Terre, il y aurait presque 3 km d'épaisseur d'océan sur toute la planète, s'il n'y avait pas de montagne, si tout était lisse. Donc c'est beaucoup moins que sur Terre, mais ça reste quand même assez conséquent. On sait qu'il y a 4 milliards d'années, Mars est une planète bleue, pas rouge, une planète voisine comme nous qui avait aussi beaucoup de lacs, de rivières, d'océans, qui ont tous disparu parce que le champ magnétique de Mars, pour des raisons mystérieuses, aurait périclité, entraînant la fuite de son atmosphère, le refroidissement de la planète, donc l'eau soit s'est congelée, soit s'est évaporée et est partie dans l'univers intersidéral. Mais donc on découvre que ce n'est pas forcément le cas, il reste de l'eau liquide en sous-sol. D'accord. Et donc ce lac souterrain en appelle d'autres, il pourrait y avoir d'autres poches d'eau sur Mars ailleurs, ce qui pourrait être une bonne nouvelle pour Elon Musk ou ceux qui, par exemple, voudraient utiliser l'eau liquide pour nourrir des martiens humains, colons de Mars. Ouais. Donc, c'est une première raison qui, en soi, d'un point de vue purement astronomique, est une découverte historique. La deuxième raison est liée à la vie, parce que quand on parle d'eau liquide, forcément, on pense à la vie. Parce qu'on est des terriens. Parce qu'on est des terriens et que c'est la seule recette qu'on connaît, en fait, finalement. Pour nous, la vie vient de l'eau. Les chercheurs sont très prudents sur le sujet. Il rappelle notamment que l'eau liquide trouvée là est très salée,
C'est d'ailleurs ce qui fait qu'elle est liquide, parce que le fait qu'il y ait beaucoup de sel a descendu la température de fusion de l'eau. Elle est très froide. C'est une eau qui est en dessous de 0 degré et qui malgré tout est liquide parce qu'il y a beaucoup de sel dedans. Le problème, c'est que très froid et très salé, c'est pas très compatible avec la vie, a priori. Donc les chercheurs telle qu'on la connaît, telle qu'on la connaît. Justement, c'est tout ce qui rend le truc un peu. J'essaie de maintenir un peu. Peut-être que des canards martiens vivent dans l'eau salée, on ne sait pas. Mais justement, d'autres chercheurs qu'on a pu interroger nous disent qu'ils sont aussi très, très optimistes sur la question, parce que rien que sur Terre, des bactéries vivent très bien dans l'eau salée, enfin très bien dans des conditions extrêmes, des profondeurs abyssales, et des températures, une condition de pression, de salinité extrême. On a même trouvé dernièrement des bactéries vivantes dans l'espace, sur la paroi de l'ISS. Donc les bactéries sont des petits trucs qui vivent un peu partout et de façon très surprenante. Donc pourquoi pas, dans les lacs souterrains martiens, on pourrait trouver des bactéries là-bas. Sachant en plus que l'avantage d'avoir un lac en sous-sol, c'est que ça protège ces éventuelles traces de vie des rayonnements cosmiques. D'accord. Voilà, ces rayonnements cosmiques, c'est tout ce qui vient d'étoiles, de soleil, dans l'espace, qui sont très nocifs pour la vie, qui peuvent détruire l'ADN ou les cellules, dont on est protégé sur Terre grâce à notre champ magnétique. Et le champ magnétique ayant disparu, si vous avez bien suivi, sur Mars, voilà. C'est très clair. En sous-sol, ça, par contre, c'est beaucoup atténué. Donc 1 km de profondeur, 1,5 km de profondeur, ça pourrait être un bon bouclier pour protéger une éventuelle bactérie canaroïde martienne. Vous écrit bizarre. Alors, avant ton point, juste petite parenthèse, c'est super agréable. J'ai l'impression d'être avec Jamy, de Fred et Jamy, et je comprends tout. C'est mon rêve. Continue. J'espère que c'est la même chose pour vous de l'autre côté troublé, mais je vais essayer des écouteurs. Il faut qu'on achète le camion là. Et le générique, ce serait bien aussi. Mais... Pardon de t'avoir interrompu. Non. Et donc 3e et dernier point. Oui. C'est une découverte historique qui ouvre des perspectives hallucinantes au-delà de Mars, en fait, parce que ça pourrait renforcer la probabilité de trouver de la vie ailleurs si on trouvait de la vie sur Mars. C'est ce que nous expliquait toujours l'astronome Jean-Loup Berthaud. En fait, aujourd'hui, on n'a qu'un seul exemple où la recette eau plus chaleur plus minéraux plus tout ça donne de la vie, c'est la Terre. Donc c'est un peu court pour faire des probabilités. Ouais. Si on avait 2 planètes sur 2 qui donneraient de la vie à partir dans des conditions un peu différentes, ça renforcerait considérablement les chances de trouver de la vie ailleurs, sachant que ce que nous disait l'astronome, c'est que 50% dans les estimations aujourd'hui des exoplanètes dans l'univers contiendraient de l'eau liquide. D'accord. Ce qui est énorme, sachant qu'on découvre des milliers d'exoplanètes maintenant. C'est vraiment quelque chose qui est devenu de plus en plus facile. C'est un marronnier, alors qu'il y a 10 ans, on est passé de la découverte exceptionnelle à quelque chose de banal. Donc sur ces millions d'exoplanètes, s'il y avait de l'eau liquide et qu'on savait que l'eau liquide était finalement assez propice à amener assez facilement de la vie, eh ben on serait vraiment très loin d'être seul dans l'univers. Donc c'est historique. On va terminer le podcast en canard martien. Avec l'accent de Deschamps. Démerdez-vous avec ça. Donc c'est historique. Je ne sais pas si vous avez des choses à apporter. Objection, votre honneur. On s'en branle. Eh bien, non, moi je suis fasciné par cette fin de monde en fin de cycle que nous a décrit Vincent sur Terre tout à l'heure. Cette espèce de monde émergent qu'on commence à découvrir à peine dans l'espace. Et c'est très uzbékien comme on l'a vu renaître tout à coup, il était tout rouge, tout fâché. C'est très chaud quand même là. Je sais pas si il fait 56 degrés dans ce oui, on enregistre ces podcasts dans des conditions proches de celles dans lesquelles les bactéries survivent à plus de 50 degrés, largement plus d'ailleurs. Près du magma. Donc c'est historique pour tout le monde, on ne débat pas. Y a pas de, j'ai envie de dire, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Vincent a fermé la porte au débat. C'est historique. Pardon. Et ben voilà. On n'a que des historiques. On n'a que des historiques, c'est génial. C'est incroyable. Un été historique. Trois historiques, sachant que personne, je crois, n'a argumenté sur un anecdotique. Si, la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, oui. Oui, mais en disant que c'était quand même meilleur. Historique. Je suis content que ce soit enregistré quand vous verrez dans 8 ans, quand on sera à du monde. On ressortira ces extraits. Ben voilà, on va conclure avec un générique un peu particulier, un générique de fin un peu particulier aujourd'hui. Il s'agit du rappeur VG Dream, qui a un nom merveilleux et qui a fait une chanson pour la Coupe du Monde. Je vous laisse en profiter un petit peu. Moi, je trouve ça absolument génial. Bref, et je vous donne rendez-vous, chers auditeurs et auditrices, la semaine prochaine, parce qu'on va continuer, notamment avec l'ami Vincent, qui reste là avec moi. On souhaite de bonnes vacances à celles et ceux qui en prennent, notamment Annabelle, Blaise et un petit peu Romane. Et on vous dit à très bientôt et bonnes vacances à vous si vous y êtes. Salut. Tchuss. Tchuss.